vision, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une personnalité politique, donc ma vision, elle ne compte pas. Est-ce que vous pensez que la laïcité est effective aujourd'hui au Mali? Je ne suis pas non plus une personnalité politique, je suis un citoyen comme vous. Donc j'ai la chance simplement d'être de passage à Paris et de pouvoir vous avoir pour donner mon opinion à ce niveau-là. La laïcité est loin d'être effective aujourd'hui au Mali. Elle est violée à tout va. Elle est violée au nord par les fous de Dieu, elle est violée par tous ceux qui sont au sud aujourd'hui, qui par des tentatives inadmissibles veulent exercer le pouvoir politique via la Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est le pouvoir de ces islamistes du Sud, de ces fous de Dieu du Sud, qui a engendré la nomination d'un ministre du culte? Les fous de Dieu, pour moi, ne sont pas au Sud, ils sont au Nord. Ah, nous, on a trouvé quelques fous de Dieu Voilà. au Sud. Moi, je parlais de fous de Dieu par rapport aux gens qui sont au Nord, qui veulent l'application complète de la charia. Par contre, je dis, au Sud, nous avons des organisations religieuses qui veulent exercer le pouvoir politique, contrôler le pouvoir politique par le biais de la religion. On peut avoir des noms de ces organisations? Peu importe, aujourd'hui, le Haut Conseil islamique est sur la sellette. Aujourd'hui, c'est la plus grosse représentation religieuse à ce niveau-là. Deuxièmement, ce que l'on peut dénoncer aujourd'hui au niveau du HCI, on ne peut pas le dénoncer au niveau des autres organisations religieuses parce qu'il faut rappeler qu'il y en a d'autres. Il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a un ensemble d'organisations qui existent à ce niveau-là. La question qui est posée aujourd'hui, et c'est ce que je disais au début de mes propos, c'est qu'on est dans un pouvoir désorganisé. Et quand on est dans un pouvoir désorganisé, il y a des forces qui surgissent et qui n'ont rien à faire sur la vie politique. Je le disais pour les forces militaires, je le dis également pour les forces religieuses. Et les forces religieuses, ce n'est pas seulement les forces islamistes, c'est toutes les forces religieuses qui peuvent avoir cette tentation de vouloir contrôler le pouvoir et de vouloir l'exercer. Or, aujourd'hui, il y a une ligne rouge à fixer. D'où le principe de la laïcité, qui n'est pas contre l'exercice des religions, mais qui donne l'occasion à l'État, non seulement de les réguler, vous parlez de régulation, justement le ministre des cultes rentre dans cette optique-là pour moi, de régulation des religions, de manière à ce que l'État se retrouve à équidistance de l'ensemble des religions pour éventuellement mettre un frein chaque fois qu'il y a un débordement à ce niveau. Pour moi, encore une fois... Et vous pensez que ce ministre du culte, on va le nommer, est-ce que vous pensez qu'il joue ce rôle? Il est là depuis très peu de temps, mais je souhaite vivement qu'il joue ce rôle-là. Et s'il ne joue pas ce rôle-là, il n'a aucune... Non, mais la question, est-ce qu'il joue ce rôle? C'est pas il doit jouer ou est-ce qu'il le joue? Oui, mais je veux dire, vous me demandez de le juger sur un temps très court. C'est pour ça qu'on est là, on est en train de faire une analyse sur un temps. Oui, mais on fait une analyse sur un temps. C'est comme sur un match de football, oui, mais, à la mi-temps. Oui, mais vous faites une analyse. Mais il y a eu 45 minutes de jeu. Oui. Sauf que ce ministre du culte dont vous parlez, je n'ai pas entendu une seule action accomplie. En dehors de l'organisation du pèlerinage. Voilà, c'est ce que vous devez dire, c'est ce qu'on attend. Mais je vous dis tout à l'heure que vous me demandez de le juger sur un temps court et que vous ne m'avez pas laissé terminer. D'accord, je vous laisse avec très peu d'actions. Donc aujourd'hui, en gros, il n'a rien fait. Mais il n'a rien fait pour l'instant. Voilà. Donc aujourd'hui, pour le juger. À part, moi, j'ai lu, vous avez certainement lu, son comportement n'est plus inacceptable au sein du gouvernement. Ça, vous l'avez lu, ce sont des rumeurs qui sont reportées. Bon, déjà, je vous signale que tout ce que je sais, je le lis. Je n'ai pas d'amis dans tous les ministères, je n'ai pas de frères à la présidence, ni à la primature, ni à Kati. Moi non plus. Tout ce que je lis, aussi bien aux Nations Unies, à Darfour, en Chine, je le lis. Bien sûr. Donc à un moment donné, comment on fait le tri entre ce que je lis et ce qui est vrai? Non, la qualité des sources. La qualité des sources. Mais la qualité des sources. Non, aujourd'hui. Moi j'ai vérifié. Non, vous ne pouvez pas vérifier. Parce qu'aujourd'hui, on fait allusion justement à son comportement au Conseil des ministres quand on dit qu'il ne sert pas la main aux femmes ministres. Oui, il ne s'assoit pas. Il ne s'assoit pas côté des femmes ministres. Ça, c'est ce qui est reporté. Personne n'est capable de participer au Conseil des ministres et de sortir avec le secret. Ok, je vais reformuler ma question. Si ça s'avérait, est-ce que vous pensez que c'est acceptable dans un pays dit inadmissible, intolérant, et je vais être le premier à monter au créneau. N'ayez aucun doute là-dessus que pour ce qui me concerne, chaque fois que la laïcité est remise en cause, il faudra rappeler que ces remises en cause sont tout à fait inacceptables. D'accord. Donc pour revenir à l'état même du Mali, sur le plan économique, on sait très bien que on va avoir du mal à rapprocher les budgets qu'on a eus sur les 20 dernières années. Alors que peut-être qu'on va avoir le budget le plus bas depuis l'instauration de notre pseudo-démocratie depuis 1991. Il n'y a pas très longtemps, le Premier ministre était fier d'annoncer qu'il arrivait à payer les fonctionnaires sans aucune coopération économique internationale. C'est vrai, mais moi, il paye une partie du peuple.
il peut duper pendant un temps, mais on sait très bien que c'est pas tenable. On ne pourra pas payer pendant très longtemps les salariés maliens. Les ressources s'amenuisent, forcément, parce que le Mali est un pays qui a systématiquement recours à l'aide internationale même en temps de paix. Pour résorber déjà le gap budgétaire, même en temps de paix, comme vous le dites. Donc en situation de crise, c'est vrai que la situation des ressources est rendue encore plus difficile parce que les ressources sont essentiellement des ressources internes à ce niveau-là. Je pense qu'aujourd'hui, les Maliens doivent en être conscients au point de se mobiliser. Ce qui reste à faire, donc, c'est de retrouver ce qui est nécessaire aujourd'hui pour assurer l'unité nationale, ce qui est nécessaire aujourd'hui pour participer au développement du pays, ce qui est nécessaire aujourd'hui pour résoudre la crise politique d'une part et la crise au nord d'autre part, qui est une crise que je ne pourrais même pas qualifier. Elle est à la fois religieuse, elle est sociale, elle est politique. De ce point de vue-là, ce n'est pas l'Occident ou l'Afrique ou nos amis qui peuvent venir nous sauver de là où nous sommes. Nous ne pouvons nous avancer qu'en donnant des gages certains, d'abord à nous-mêmes, peuple du Mali, que nous sommes capables de nous prendre en main, et ensuite à la communauté internationale de venir éventuellement nous assister. On est dans un pays, dans un monde aujourd'hui où les gens ont leurs problèmes, leurs difficultés. Tous ceux qui vous viennent en aide aujourd'hui, en assistance aujourd'hui, ont d'autres champs à labourer plutôt. Et si vous laissez votre champ vierge, c'est sûr que vous serez tout seul à faire le constat que n'ayant pas sémé, vous ne pouvez pas récolter. Faisons en sorte aujourd'hui que l'on puisse récolter. Pour récolter, il faut s'aimer. D'accord. Et quel est le moral des Maliens aujourd'hui? Je veux dire, le Malien lambda qui vit au jour le jour, quel est son moral? C'est l'angoisse. Et c'est l'angoisse, elle est permanente. Elle est permanente. Vous savez, quand ce pays brûle, c'est tout le monde qui brûle avec. Bien sûr. Personne n'échappera. Donc, de ce point de vue-là, les Maliens ont le souci de leur propre sécurité. Les Maliens ont le souci de leur avenir, les Maliens ont le souci de leur devenir. Et dans ce pays-là, depuis très longtemps, tout s'est arrêté. Plus rien ne se fait si ce n'est de la politique, mais de la mauvaise politique. Faisons en sorte aujourd'hui que nous puissions très vite nous reprendre à ce niveau-là, que les uns et les autres soient capables, encore une fois, de faire leur mea culpa par-ci, d'avancer par là, de faire en sorte aujourd'hui que l'objectif majeur qui est de reconstruire ce pays, de redynamiser ce pays, de rebâtir ce pays, dont les fondements se sont écroulés du jour au lendemain, de faire en sorte aujourd'hui qu'au-delà de nos divergences, au-delà de nos responsabilités ou de nos irresponsabilités, que l'on fasse en sorte aujourd'hui que l'on puisse avancer. Ce pays est grand, et il doit demeurer grand. Est-ce qu'il existe des Maliens en qui vous avez confiance? Parce que là, on parle de crise de confiance, même de crise de foi. Est-ce qu'il y a des Maliens en qui vous avez foi? Il y en a sans doute. Est-ce qu'ils sont plus nombreux que les doigts d'une main ou ça tient sur les doigts? Ils sont nettement beaucoup plus nombreux que les doigts d'une main, sauf qu'ils sont encore probablement très très jeunes. Ils ont besoin de grandir. C'est vrai que l'avenir d'un pays appartient à sa jeunesse. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont applaudi l'arrivée de la coalition internationale justement pour venir sauver l'avenir de ces très jeunes? Je n'ai pas applaudi, parce que l'heure n'est pas à l'applaudissement. Enfin, quand je dis applaudi, je veux dire, c'est en opposition avec ceux qui juraient que, notamment le Yéréwoloton et tout ce qui va avec. J'ai simplement souhaité que ces forces internationales viennent nous aider parce qu'on en a besoin. Je peux comprendre les inquiétudes des uns et des autres en indiquant qu'une force étrangère qui intervient dans un pays n'est jamais sans conséquences, évidemment. Il faut faire en sorte aujourd'hui que les conséquences, on puisse suffisamment les connaître, les apprécier, les appréhender et essayer de les cantonner le plus. Dans cette affaire-là, vous savez, on n'a pas plus raison qu'on a tort. Ce dont il faut être conscient, c'est que tous ceux qui peuvent se lever aujourd'hui pour dire qu'ils sont contre l'arrivée des forces militaires étrangères sur le territoire du Mali, peu m'importe là où ils s'installent, l'essentiel c'est qu'on ne peut pas pendant très longtemps expliquer à ces personnes qui ont les mains coupées et les pieds coupés et qui sont lapidés qu'on ne peut rien pour eux et en même temps qu'on refuse aux autres de venir, ceux-là qui disent qu'ils peuvent quelque chose pour eux. Tout à fait, mais vous pensez que ceux qui sont contre, le camp de ceux qui sont contre l'arrivée des forces internationales, qu'est-ce qu'ils craignent finalement? Au-delà de ce qu'on a pu nous ils ont leur raison. Vous savez, je ne suis pas le genre qui crache sur les gens en disant qu'ils sont ceci ou ils sont cela. Je veux dire, on est quand même dans un contexte où les gens expriment leurs angoisses, expriment leurs inquiétudes. Et aujourd'hui, en voulant cracher sur une personne qui exprime une inquiétude qui se révèle demain, on a suffisamment tort justement de ne pas l'écouter aujourd'hui.
Simplement, aujourd'hui, c'est une question de dominante, de majorité. Je pense que la grande majorité des Maliens réclament plutôt l'intervention de ces forces étrangères. Ce d'autant plus qu'en tant que Maliens, les soldats maliens ont eu l'occasion justement de les sauver de peuple. Il n'y a pas de raison qu'on ne vienne pas nous aider. D'accord, en 30 secondes, est-ce que vous avez un message à passer à la diaspora malienne, à sa jeunesse, enfin, à la jeunesse malienne, à la diaspora malienne, à la jeunesse de la diaspora malienne? À la jeunesse malienne, à la diaspora malienne, à tous les Maliens qui sont en dehors du Mali, pour quelque raison que ce soit, je pose simplement que tous ceux qui ont à l'esprit de revenir un jour ou l'autre au Mali, ou que ce soit eux directement ou leur descendance, d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il ne faut jamais se départir du Mali. Il ne faut jamais s'éloigner du Mali, il ne faut jamais penser que ce qui se passe au Mali ne vous concerne pas. Il faut que simplement nous soyons tout à fait les Maliens authentiques que nous sommes au moment où on parle du Mali et que nous sommes toujours au même moment où nous sommes en dehors du Mali. Vous voyez, on est toujours conscient de cet engagement très fort justement de la diaspora malienne, sans laquelle aujourd'hui ce pays ne peut pas se construire, ne peut pas se développer. Mais nous avons souvent l'impression que cette diaspora se met souvent en marche, en disant peut-être que ce qui se passe au Mali se passe très loin d'eux, en disant peut-être que ce qui se passe au Mali concerne les Maliens qui sont au Mali, en disant probablement que ce qui se passe au Mali ne les concerne pas parce que beaucoup parmi eux sont en situation de binationalisme. Mais aujourd'hui, l'origine étant malienne, l'authenticité étant malienne, il n'y a pas de raison que la diaspora ne soit pas présente, et moi je souhaite qu'elle soit présente, qu'elle s'imprègne davantage de ce qui se passe. Et c'est une substance tellement riche, tellement importante pour le Mali, qui, en s'approchant un peu du Mali, peut faire en sorte que nous puissions tous nous améliorer dans le Mali et à l'intérieur du Mali. D'accord. Donc, on va laisser Moussa poser quelques questions. Il a certainement quelques questions. Et ensuite, je vais conclure. On va faire comme ça.